Bonjour à tous. Depuis 2014, l'association Karuna Setchen met en place des ludothèques dans des régions pauvres d'Inde. Grâce à un accès à des jeux plus variés, les enfants sont plus épanouis et rattrapent leur éventuel retard de développement. Dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens, Sébastien Païs de Figueiredo nous fait part de son retour d'expérience. Bonne écoute! Bonjour Sébastien Païs de Figueiredo. Bonjour. Tu es directeur de la communication et de la collecte de fonds dans l'association Karuna Setchen. Alors, quelles sont les actions de cette association? Alors, Karuna Setchen, est une association, humanitaire et de développement qui a été fondée en 2000, donc on fête notre 20e année, par, Matthieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, écrivain, photographe, interprète du Dalai Lama en français. Il a fondé cette, association pour, venir en aide auprès des communautés les plus défavorisées en Inde, au Népal, et au Tibet. Heu, on Les actions sont ancrées dans le mot karuna qui veut dire compassion. C'est l'idée de mettre sa compassion, en action. Dans le but du coup de réduire la souffrance, des personnes et de les accompagner, de les aider à mettre en place des solutions pour avoir, une meilleure vie. Et on a des projets dans le domaine de la santé essentiellement, beaucoup dans l'éducation, des projets, pour l'autonomisation des femmes, donc des projets que l'on fait avec et pour les femmes, et enfin des projets, de soutien aux communautés rurales, c'est-à-dire des projets qui viennent en aide à tout un village. Voilà. Et donc, au sein de cette association, j'ai découvert qu'il y avait aussi un projet de déploiement de ludothèque. Peut-être est-ce qu'on peut revenir sur ce terme de ludothèque? Comment tu le définirais? Oui, effectivement, on a un projet, alors nous, on l'appelle, c'est un projet, qui s'appelle développement de la petite enfance. Donc c'est pas à proprement dit, une ludothèque, que l'on a mis en place, et notre objectif, n'est pas de faire jouer. Le jeu est, on va dire, plutôt un outil. Le projet a démarré en 2014. À l'époque, j'étais bénévole, pour l'association. Désormais, maintenant, je suis, salarié. À l'époque, j'étais bénévole, et j'étais aussi, bénévole, et formé par l'association, Ludomonde, qui était basée à Paris. Et donc, j'avais vu qu'il y avait un besoin, chez Karuna d'inclure, un projet qui puisse, utiliser le jeu, pour aider, au développement. Et en particulier, il y avait un besoin chez Karuna, de faire quelque chose pour les tout petits. Donc on a travaillé avec Ludomonde, moi-même et les équipes de Karuna en Inde, sur un projet, en analysant un petit peu le contexte à distance, parce qu'on ne pouvait pas se rendre là-bas. Ils modélisaient qu'est-ce que pourrait être, l'utilisation du jeu, pour, les objectifs qui étaient propres, au contexte local. Et puis ensuite je suis parti sur place pendant 4 mois pour mettre en place un projet pilote, tester des choses, tester la solution, l'adapter, commencer à la mettre en place, tout d'abord avec 4 maternelles, de villages ruraux. Et puis ensuite, il y a eu d'autres personnes après moi qui sont parties, qui ont continué à faire développer le projet, et maintenant le projet est autonome et entièrement géré par, Karuna. Alors, tu as parlé d'objectifs. C'était quoi les objectifs initiaux lorsque vous avez débuté ce projet? Alors l'étude de contexte, nous a montré que dans les villages, alors, Karuna est implanté en Inde, dans l'État du Bihar, qui est vraiment un des États les plus pauvres, de l'Inde, qui se situe dans le nord de l'Inde, dans la plaine du Gange. C'est juste en dessous, du Népal. Une zone, très rurale, très sèche. Mmh
Et donc Karuna intervient dans une centaine de villages qui sont loin, de grandes villes, qui sont loin de beaucoup de services, de l'État et jusqu'où l'État, n'arrive pas à aller, en fait. Surtout dans ces États qui sont un petit peu dysfonctionnants par manque de moyens, par corruption, par plein de choses. Hem, voilà, c'est vraiment les derniers wagons, de l'Inde, qui est une terre avec beaucoup de disparités. Hem Et donc dans ces villages, il y a des maternelles. Il y a en fait un bâtiment, qui fait partie d'un vaste programme national. Sauf que là, bah, il se passe rien. Donc il y a des éducatrices, qui ne sont pas formées à rien du tout, qui n'ont pas de matériel et qui en gros doivent garder pendant quelques heures de la journée une quarantaine d'enfants dans un tout petit espace, voilà, sans rien, sans pouvoir rien leur proposer. La seule chose qu'ils font, c'est leur donner un repas. Donc les enfants sont du coup très agités, ils ont rien à faire, ils s'ennuient, ce qui amène de la frustration, de l'énervement, donc des conflits entre les enfants, surtout quand il y a des différences d'âge entre les plus petits, donc 3 ans, et les plus grands, 6 ans. Des conflits avec l'éducatrice, qui du coup, à part gronder, ne sait pas faire grand-chose et n'a pas d'autres propositions à offrir. Et puis au niveau du développement de l'enfant, c'est vraiment, une catastrophe. Ils ont rien à cet âge-là, entre 3 et 6 ans, pour favoriser, le développement, l'acquisition de toutes les compétences et de toutes les savoir-être et faire, que normalement un enfant se doit d'acquérir à cet âge-là, un âge qui est, le plus important c'est un âge où l'enfant se développe et pose les bases de son futur développement d'adulte. Donc ça, c'était le contexte. À partir de là, bah, du coup, qu'est-ce qu'on peut, amener pour changer ça, pour favoriser, principalement le bon développement, de l'enfant, que ce soit le développement physique, donc moteur, langagier, émotionnel, au niveau social, enfin voilà, tout ce qu'on connaît que le jeu peut apporter. Alors, tu as parlé du développement de l'enfant entre 3 et 6 ans. Pourquoi est-ce que c'est important de leur apporter des jeux du commerce, à des enfants qui n'en ont pas? Parce que, souvent on dit que l'enfant, il joue avec un petit peu n'importe quoi. Qu'apporte ce support-là en plus? Oui, effectivement, dans ces villages-là, la vie normale, c'est une vie en extérieur. Les familles, travaillent dans les champs avec leurs animaux. On est dans un milieu rural et les enfants sont, dès le plus jeune âge, dehors, tous ensemble, ou par groupe, ou bien gardés par la grand-mère. Il y a une espèce de vigilance de village collective qui se fait. Les enfants sont assez libres et d'ailleurs, à ce niveau-là et au niveau, par exemple, moteur, les enfants ont une grande aisance parce qu'en fait, ils sont, bien plus, on va dire, débrouillards, livrés un peu à eux-mêmes en journée. Et effectivement, ils jouent avec un petit peu tout ce qu'ils trouvent. C'est pas un problème de ne pas savoir jouer ou de pas quoi jouer. Par contre, même s'ils sont très agiles parce qu'ils vivent dehors tout le temps, ils peuvent grimper aux arbres, des choses comme ça. Il y a pas mal de choses quand même qui leur manquent, au niveau du développement. Donc ils ont des jeux, ils arrivent à jouer, mais disons que l'environnement et les possibilités sont quand même réduites et assez pauvres. Donc on n'a pas toute l'étendue de ce qu'il pourrait avoir et donc des avantages qu'il pourrait avoir. Heu, Par exemple, on voit des enfants très agiles, mais au niveau de la coordination, au niveau de la précision des gestes, on est très loin, de ce qu'on peut voir, par chez nous ici. Donc c'était pas forcément une question de qu'il y a pas de jeu en fait, hein, faut pas croire, que voilà, c'est parce qu'ils sont très pauvres qu'ils ne jouent pas. Mais il fallait, compléter, ce qu'ils ont et leur donner plus, pour, favoriser encore plus leur développement.
Dans le projet porté par Karuna Setchen, est-ce qu'il y a aussi une volonté de sauvegarder des jeux traditionnels de la région, de leur réapprendre à jouer à ces jeux-là? En Inde, effectivement, il y a, comme partout, hein, vraiment des jeux locaux. Euh, Là où on était, une fois sur place, en fait, on a pu regarder cet aspect-là. Une fois sur place, on a constaté quand même dans ces régions-là, dans les villages, il n'y a pas une culture vraiment du jeu. Euh, c'est vraiment, il n'y a que l'enfant qui joue. Les seuls jeux qui existent, voilà, les jeux d'extérieur d'enfants classiques, un cerceau avec un bâton, des choses comme ça. Ça, ils les ont, il n'y a pas vraiment besoin de les sauvegarder. Les autres jeux qui existent, en fait, c'est plutôt les adultes qui jouent un petit peu, mais beaucoup de jeux de cartes et jeux d'argent. Et généralement, c'est les hommes, et c'est associé à la boisson, à tout ça. Donc, d'ailleurs, on peut pas vraiment parler de jeu à partir du moment où il y a de l'argent, mais donc il y avait pas culturellement dans cet endroit, dans cette région-là, il y avait pas vraiment quelque chose en particulier à sauvegarder, mais on a quand même fait un inventaire des jeux d'extérieur qui sont connus là-bas et auxquels on joue. Donc voilà, on joue pas forcément à chat ou à l'épervier là-bas. Il y a d'autres types de jeux qui ressemblent et qu'on a un peu listé et qu'on a essayé de, voilà, de réapprendre aux éducatrices pour qu'elles puissent le proposer ensuite aux enfants. Par contre, ta question me fait penser aussi au fait que il était par contre important dans l'apport de matériel d'amener du matériel qui soit typé localement, qui soit adapté à leur culture. Notamment, par exemple, on pourra en parler un petit peu après sur le contenu du jeu, mais dans le jeu symbolique, voilà, la, en gros, par exemple, le jeu de dinette, ça va pas être la même chose ici que là-bas. On va pas leur mettre des assiettes qui ressemblent à nos assiettes ici, ou même des couverts, vu qu'ils en utilisent pas, ou un four à micro-ondes. Voilà. Donc, on a fait par contre attention à cet aspect de la tradition, de la culture locale dans le reste du matériel. Et quels sont les types de jeux qui sont proposés du coup dans cette ludothèque? Euh, donc on est dans l'équivalent d'une maternelle avec un spectre d'âge qui va de 3 à 6 ans en théorie. Alors il y a même des enfants parfois un tout petit peu plus petits, parfois un tout petit peu plus grands. Donc on est dans un spectre de jeu assez large. Donc il a fallu qu'on, malgré l'espace réduit de la pièce, qu'on réussisse à faire une offre qui soit assez complète. Euh, donc notre malle de jeu comporte alors d'abord des jeux d'intérieur, des jeux d'extérieur et des activités artistiques. Dans les jeux d'intérieur, il y a un espace pour des jeux d'éveil de la lecture, et puis des ours en peluche avec un matelas très molletonné. Donc un espace un peu cocooning qui va servir aussi pour ceux qui ont besoin de chercher le calme, avec des jeux donc de manipulation pour les plus petits. Euh, il va y avoir un petit espace qui est à côté, qui fait un peu la transition, où il va y avoir des puzzles en bois et encore une fois quelques livres. Il y a un espace de jeux de construction. Il y a un espace avec des jeux de représentation, donc des voitures, un circuit qui est fait sur mesure avec des dessins qui ressemblent à la vie locale. Donc il n'y a pas des routes et des parkings et des immeubles. Ça ressemble à ce qu'ils peuvent voir dans leur environnement, avec des petites figurines d'animaux, des animaux de la ferme et puis des animaux un peu sauvages qu'on trouve en Inde, même si c'est des animaux que eux ne voient pas dans leur quotidien. Et puis il y a un espace de jeu symbolique avec l'intérieur d'une maison traditionnelle qui est modélisée avec l'espace cuisine pour faire à manger et puis l'espace pour s'occuper des enfants.
voilà, qui sont 2 activités qui marchent très bien, pour les enfants de cet âge-là. Voilà, et alors la malle de jeux d'extérieur, bah, elle a plein de types différents, de jeux, que ce soit des jeux d'adresse, jusqu'au la corde à sauter, les ballons, des jeux auxquels on peut jouer tout seul ou à plusieurs. Il y a donc après la malle donc de jeux plutôt artistiques avec, différentes animations, surtout du matériel pour du dessin et de la peinture. Hem Et puis, un petit manuel pour, l'éducatrice, qui est formée. Parce que ça, c'est une grande composante, du projet. Le projet, il a la première action, c'est former ces femmes et former aussi un référent à l'intérieur du village qui va suivre le projet et qui peut assister, l'éducatrice. La dotation en matériel et puis l'accompagnement à la mise en place, des animations. Alors tu parles, tu parlé de 3 malles. Est-ce que ça veut dire que, pour s'imaginer un peu les choses, que dans une pièce, il y a une malle avec, tous les jouets dedans qu'on ouvre à certains moments? Ou est-ce que la pièce est quand même, les jeux sont quand même disponibles dans la pièce et les enfants peuvent venir à certains moments chercher des jouets ou jouer à cet endroit-là? Comment ça se passe concrètement? Alors, on est dans une structure qui appartient, au gouvernement. Ça fait partie des plans, de développement de l'éducation, du gouvernement. Donc nous, on a travaillé avec les autorités locales qui sont elles-mêmes conscientes des difficultés qu'elles ont à développer ces maternelles qui, dans d'autres régions, ont du matériel, ont des éducatrices formées, ont ce qu'on nous on essayait de faire, mais bon, chez eux, ça ne marchait pas. Donc elles nous ont donné l'autorisation de les aider, d'en aider certaines. Donc on travaille main dans la main avec eux. Par contre, ce centre sert à d'autres choses, que juste accueillir les enfants, et s'en occuper. Donc il y a la phase de repas, et puis c'est aussi un centre, qui sert, au gouvernement pour toutes les activités, notamment de prévention et de santé dans la relation, mère-enfant. Donc il y a des sessions de vaccination, de formation, donc la pièce, elle ne pouvait pas, accueillir en dur, de manière, permanente, des équipements et un aménagement. Donc il fallait qu'effectivement, comme tu le dis, on puisse ranger, sortir assez facilement. Donc c'est vraiment quand je disais mal, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment une cantine métallique, dans laquelle il y a, les jouets, et puis des revêtements de sol qui sont, enroulés. Donc en fonction des espaces, il y a des revêtements de sol différents, heu, au niveau du toucher et puis aussi visuellement. Donc ça permet de marquer, les espaces pour que tous les jouets soient pas tout mélangés, sinon on sait comment c'est le bazar. Là au moins ça fait des groupes, ça permet à l'enfant de bien distinguer, les jeux et du coup, comme il ne les mélange pas, l'expérience ludique est plus riche. Hem Et voilà, et donc les éducatrices, à certains sur certains jours, elles peuvent proposer, et donc sortir, le matériel et puis à la fin le re-ranger et le ranger aussi d'une manière sécurisée. Il y avait une question aussi de sécurité, donc il y a une pièce à part, une pièce de rangement fermée à clé qu'elles utilisent déjà pour stocker, la nourriture en fait qu'ils donnent, et du coup, il y a aussi, notre matériel qui est dedans, et pareil pour les activités de dessin et pareil pour, les jeux. Donc en fait, il y a 3 malles. Quand tu dis sécurité, c'est parce que des fois les jeux disparaissent? Ah, clairement, bon, on est dans une région, très pauvre, hein, donc les risques, sont là effectivement, donc il fallait qu'on puisse garder les jeux, en sécurité pour pas qu'ils soient, saccagés ou volés, heu, par quelqu'un. Ça serait dommage. Voilà. Mmh, tout à fait. Et comment avez-vous fait le choix des jeux, notamment pour répondre à cet objectif, de développement de l'enfant? Pourquoi, par exemple, avoir fait 3 malles, d'intérieur, d'extérieur et puis artistique? Bah, c'était
c'était 3 composantes du jeu, qui nous semblaient, enfin voilà, qui sont les plus préconisées et les plus, quand on étudie les sciences du jeu, c'est ce qu'on retrouve. C'est somme toute, assez classique. Le découpage des différentes zones de jeu intérieures répond aux besoins de l'âge de 3 à 6 ans. Hem, ensu en Donc les catégories, c'est des choses qu'on retrouve en centre d'animation, en maternelle. Ensuite, après le choix de chaque jeu, eh bien, il y a eu plusieurs critères dans le choix des jeux. Tout d'abord, il y avait la place, donc il fallait qu'on puisse, pour chaque espace, avoir suffisamment, mais pas trop, puisque l'espace était réduit. Donc il fallait choisir judicieusement dans chaque catégorie, quel jeu on prenait. On pouvait pas tout avoir, donc on a essayé de prendre les plus représentatifs et des jeux qui soient complémentaires. Il y avait un aspect de sécurité, donc ensuite ça c'est sur le local, quel jeu on peut trouver, donc ça aussi c'était une contrainte, parce qu'on est dans un endroit qui est pas très développé, donc il y a pas beaucoup d'offres, il y a pas beaucoup de magasins même dans la capitale de l'État où on peut trouver, beaucoup de jeux et des jeux de qualité, donc du coup, il a fallu aller à la recherche, donc notre choix des jeux a aussi été dicté. On arrivait avec des idées, mais ça a aussi été dicté par l'offre, locale. L'aspect sécurité, donc avoir, des jeux, d'une certaine qualité avec, voilà, éviter, des jeux avec des petites pièces, parce qu'on avait des tout petits enfants, privilégier, des matériaux comme le bois plutôt que du plastique, puisque les environnements dans ces pays-là sont déjà assez contaminés par les petits plastiques et la pollution, c'était pas pour en rajouter. Hem, donc voilà, c'était un choix de plein de critères et de contraintes différents qui petit à petit, par recherche, une fois sur place, nous a amenés à, définir, le contenu précis. Alors, mis à part les jeux, donc tu as parlé aussi, d'animations qui sont faites par, l'animatrice et avec l'aide éventuellement du référent. Hem, est-ce que c'est moi je pense que c'est une composante importante. Heu, qu'est-ce qu'on propose en termes d'animation, dans ces ludothèques? Alors, l'idée principale, nous, du projet, au tout début, c'était de faire une proposition de jeu libre. Vraiment l'importance de ce caractère de jeu libre, il est vrai, partout, il est vrai ici, il est d'autant plus vrai là-bas qu'on a, dans l'éducation en Inde, pour ceux qui connaissent aussi au Népal ou dans ces régions-là, on a, une instruction plutôt, on va parler d'instruction en école primaire par exemple, qui est très, 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 très dirigée, et très sur, la répétition. Heu, on c'est flagrant quand ils apprennent, à lire, à écrire ou l'anglais, quand on voit ça, c'est, on dit et l'enfant répète, quoi. Et dans beaucoup de matières, c'est comme ça, ce qui amène pas vraiment, l'enfant finalement à acquérir pleinement les connaissances et à les intégrer, à les comprendre, mais plutôt juste à les mémoriser. Donc c'était aussi important pour nous d'offrir quelque chose où l'enfant puisse, être en totale liberté et puis on connaît les avantages du jeu libre, où l'enfant donc du coup est beaucoup plus investi, à partir du moment où il choisit ce qu'il a envie de faire. Donc pour le jeu d'intérieur, par exemple, c'est vraiment juste l'animatrice met en place le matériel, elle est là, souvent il y a une femme qui l'aide, il y a le référent, ils peuvent, jouer un peu avec les enfants, les aider certaines fois, alimenter un petit peu, le jeu, mais tout en étant assez en retrait, et marquer une présence, qui sécurise aussi. Donc là, on est sur du jeu libre. Jeu d'extérieur, c'est à peu près la même chose, pareil, on anime certains jeux, donc parfois il y a les enfants peuvent jouer en libre, mais les animatrices proposent, toujours à chaque fois un jeu ou 2 de groupe. Donc là, elles sont force de proposition et elles animent un jeu. Ce qui est marrant de voir, c'est qu'après, une fois on montre assez souvent, les enfants, ils les font aussi par eux-mêmes. Mais on est quand même avec des tout petits enfants, donc
sont pas toujours à même de pouvoir entre eux, se dire: «Allez, on va jouer à ça» et puis que ça se passe bien et puis que tout le monde participe, donc il faut quand même un peu la présence de l'adulte. Heu, pour le dessin, c'est pareil, l'animatrice propose l'animation, soit on laisse les enfants vraiment dessiner sur une feuille blanche, à volonté ce qu'ils veulent, soit il y a des animations qui sont proposées avec, des thématiques, où on raconte une histoire d'abord et on dessine, ou si par exemple il y a eu un événement particulier, un mariage ou une fête, une célébration, elles vont s'en servir comme support, pour le dessin derrière, ou des animations du type, bon, on va prendre des objets, on va faire le contour ou des choses comme ça, ou travailler sur les couleurs. Donc voilà, parfois il y a des animations qui sont proposées et puis petit à petit, donc ça c'était l'idée de base du projet, et petit à petit, on a un petit peu enrichi aussi les connaissances. On a continué à faire de la formation continue, en rafraîchissant un petit peu ce qu'on leur avait appris, puis en incluant des nouvelles composantes. Notamment on avait travaillé aussi sur les chants, sur la musique, sur les chants, traditionnels. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été construit avec les éducatrices, et donc du coup, il y a des animations de temps en temps, dirigées par les femmes, où on chante, tous ensemble, où on danse. Heu, voilà. On n'a on n'est pas allé plus loin, en termes de contenu, parce que c'est déjà beaucoup. Faut se rendre compte que à la base, donc on travaille avec des animatrices qui sont des femmes qui, elles, ne sont jamais allées à l'école. Elles sont vraiment analphabètes pour la plupart. Certaines savent lire et écrire, mais elles n'ont pas eu d'éducation. Elles n'ont pas de regard vraiment sur ce qu'est l'éducation. Elles étaient pas du tout formées, donc on part du niveau le plus bas. Donc déjà tout ce qu'on a mis en place, c'est déjà beaucoup, 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 et le projet tient vraiment sur ces animatrices. C'est-à-dire que si elles ont pas la volonté de mettre en place les espaces, de les sortir, de proposer, on va pas pouvoir nous le faire à leur place, parce qu'on est dans des villages qui sont loin de notre centre d'opération, qui est un petit peu la spécialité de l'association Karuna, d'aller un petit peu là où il y a personne d'autre. On a des relais sur place qu'on choisit, un ou 2 villageois qui sont là tous les jours et qui contribuent à la mise en place des projets, à leur, suivi quand nous, on n'est pas sur place. On fait des visites régulières, mais on n'a pas un salarié dans chaque village, tous les jours, qui va faire. Donc du coup, on a senti à un moment donné que ce qu'on avait proposé, d'une certaine manière, on atteignait un peu une limite par rapport aux capacités, sur place. Et ce projet-là change déjà tellement la vie, de ces femmes et de tous les enfants qui vont, dans ces centres, que c'était déjà bien. Bien sûr, on est loin en termes de tout, de ce qu'on peut atteindre avec le jeu, surtout quand on a des standards comme ici en France, mais c'était déjà énorme. Donc voilà, en termes de contenu, on est sur ça et c'est déjà bien et c'est déjà beaucoup pour, là-bas, et ça change déjà beaucoup. Tu as dit que ça changeait la vie, de ces femmes et des enfants. Qu'est-ce que vous avez observé sur place, comme changement justement suite à la mise en place, de tous ces jeux? Bah, moi effectivement quand je suis allé là-bas en 2014, j'ai passé, 4 mois là-bas pour la mise en place du projet dans ces 4 premières maternelles qui ont servi de projet pilote. Il faut savoir que maintenant on a plus de 175 centres dans l'état où on est et dans un autre état où on a ouvert des opérations depuis. Donc le projet s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup développé. Il a très, très bien marché, c'est une super réussite. Moi, dès que j'ai introduit le jeu, dès les premières fois où on a testé des choses, c'était voilà, c'est complètement différent. On avait, avant, des enfants qui étaient, limite tristes pour la plupart, très excités, très énervés, qui tenaient pas en place, pas de sourire, rien du tout. Enfin, une situation pas du tout normale pour des enfants. Dès qu'on a apporté du matériel, enfin voilà, on peut imaginer des enfants qui ont rien, dès qu'on leur donne quelque chose, ils étaient tellement contents. Alors d'ailleurs, c'était drôle, les premières fois, donc on avait installé tout le matériel et c'est dans tous les centres, ça a fait comme ça la première fois.
Les enfants sont arrivés, on les a fait rentrer un par un parce qu'ils étaient très, très excités. On les a fait rentrer tout doucement, et en fait, dès le début, c'était le boxon complet. En fait, tous les enfants, ils allaient prendre des jouets et ils les gardaient avec eux, contre eux. Ils étaient tellement contents d'avoir des jouets qu'ils ont jamais rien, qu'ils les ont pris et en fait, au début, ils ont pas compris comment ça fonctionnait et c'est normal, en fait. Ils le gardaient contre eux pour pas qu'on leur reprenne, en fait. Mais du coup, ils jouaient pas. Forcément, ils peuvent pas jouer, dans cet état-là et il y a eu quelques minutes avant qu'ils comprennent que c'était pas ça qu'on leur proposait, qu'ils pouvaient le remettre par terre, qu'ils pouvaient commencer à jouer. Mais même au début, il y avait beaucoup d'excitation, c'était très dans tous les sens, quoi. Et puis, petit à petit, ça s'est posé, ils ont compris que le matériel resterait là, qu'il allait avoir d'autres fois et que c'était proposé et que c'était toujours là et qu'ils pouvaient vraiment jouer en toute sérénité. Et là, voilà, on a vu des enfants qui se calmaient beaucoup, des enfants qui étaient les uns contre les autres se sont mis à coopérer de manière toute naturelle parce que au fond tous ces enfants ils sont très très bons. C'était juste la situation qui faisait qu'ils étaient en détresse et en tension. Donc là ils coopèrent, ils jouent ensemble, ils rigolent. Enfin on a des vidéos et des photos, c'est juste incroyable. Et ensuite ils sont mieux avec l'éducatrice aussi, il y a une meilleure relation avec l'éducatrice. On a vu des enfants qui font des câlins ou voilà, qui viennent demander l'aide. Les éducatrices pour elles étaient, bouleversées par ça. Elles avaient regagné foi dans le métier qu'elles avaient voulu faire, mais qu'elles n'avaient jamais réussi finalement à faire jusqu'à présent. Et là, ça leur donnait vraiment un sens. Elles étaient vraiment ravies, elles aussi, c'était important aussi pour ces femmes. Du coup, leur rôle dans le village est beaucoup plus important. Elles sont beaucoup plus, heureuses et respectées et donc les enfants, bah, par les sourires, la joie, la coopération, ensuite, on voit des choses plus fines. Par exemple, tout ce qui était dessin, au début, ils avaient jamais, tenu un stylo, ils avaient jamais vraiment dessiné, même avec un bâton dans le sable, c'était pas dans les habitudes. Donc très rapidement, on a vu qu'ils arrivaient mieux à représenter ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient plus d'imagination, ils utilisaient plus de couleurs, alors que les premières fois, ils utilisaient une seule couleur. Et pareil sur les puzzles, des petits puzzles simples à 5-6 pièces pour les plus petits. Ils étaient incapables de le faire. Puis très rapidement, ils y arrivent, ils recommencent sans cesse, ils passent à plus difficile. Les jeux de construction, on voyait des enfants de 6 ans qui ne savaient pas mettre un cube sur un autre, quoi. Ça tombait, 1 fois sur 2 et à la fin, au bout de quelques semaines, quelques mois, ils arrivaient à faire des très belles constructions et à faire plein de choses et en plus à s'en servir, dans un autre jeu avec, les petites voitures, par exemple, des choses comme ça. Enfin, voilà, ça change vraiment tout. On sent vraiment que du coup, il y avait vraiment des lacunes et des retards en développement et du coup, ce retard-là est vraiment gommé. Donc on est confiant que pour la suite, ça donnera des enfants beaucoup plus épanouis et beaucoup plus, armés pour ensuite aller à l'école primaire et grandir, de manière positive, vers l'adulte. Et est-ce que c'est éventuellement quelque chose que vous suivez ou que vous souhaitez suivre? Oui, il y a une démarche, de suivi, déjà dans les activités, voir si ça se passe bien au quotidien, pour s'assurer que le projet est mis en place. S'il n'est pas mis en place, il n'y a pas les bénéfices et ensuite il y a par de l'observation, c'est pas très si on n'a pas vraiment des indicateurs, quantitatifs mais par de l'observation, nos personnes qui sont sur place, chargées de ces projets-là, voilà, valident et voient, si on a bien tous ces changements, de comportement, d'attitude et un peu d'acquisition de savoir-être et savoir-faire qui se font. On n'est pas dans une démarche très, très poussée d'évaluation, mais tout de même, on a un suivi, quotidien. Il faut savoir que ça se met en place dans des villages où on a toutes nos autres activités. Donc c'est un projet
parmi toute une série de projets qui collectivement participent à l'amélioration du bien-être et du niveau de vie, de ces populations. Donc ils tous les projets se nourrissent, on va dire, les uns des autres. Donc nous, on est assez présents, heu donc c'est très facile de suivre, ce projet-là avec les autres et d'autant plus, comme je le disais, que ces centres de la petite enfance, pour le gouvernement, ont d'autres, utilités, notamment au niveau de la santé et c'est pareil pour nous. Nous aussi, on mène d'autres, actions donc à l'époque, c'était très important de rentrer, on va dire, un petit peu dans cette logique-là, et à travers l'enfant, on touche la femme, la mère de famille qui est souvent le pilier, hein, vraiment des familles là-bas et du coup, qui nous permet de proposer d'autres projets, notamment beaucoup de projets liés aux femmes, à la santé maternelle, et ça a un impact du coup derrière sur toute la famille et sur tout le village. Donc c'était aussi un point d'entrée pour nous un peu stratégique. Alors, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui souhaitent ouvrir une ludothèque dans une région défavorisée, suivre ton exemple? Alors, s'il y a des personnes passionnées par le jeu, qui souhaitent, développer ce projet, bah, déjà il peut y avoir un échange avec ce qu'on a fait. Alors, faut savoir que nous, on n'était pas les premiers à faire ça, bien entendu, hein. Il y a plein d'autres, très belles associations qui le font et certaines qui sont même plus spécialisées dans l'enfance et qui, du coup, le font avec d'autres moyens encore plus grands et avec plus d'ambition dans plus de pays. Nous, on s'est basé sur beaucoup de lectures, une bibliothèque qui existe déjà, dans ce domaine-là. Donc, je pense que les sources, c'est très important. Échanger avec d'autres personnes qui le font déjà est aussi très important, ce que nous on a fait. Je recommande vivement d'être formé avant de partir, à l'aventure. Formé déjà aux sciences du jeu, aux techniques, à l'animation ici en France. Donc nous, moi à l'époque, j'étais formé avec Ludomonde, qui est un des acteurs de formation sur Paris. Il y en a d'autres, mais ceux-là, je les recommande vivement. Et puis ensuite, connaître un petit peu le contexte international, si possible, d'où on va, pour bien préparer le projet. Être en lien avec des équipes locales, c'est-à-dire ne pas faire un projet juste avec nos connaissances d'ici et avec notre vision, et amener un modèle, qui du coup ne marcherait peut-être pas. Faut vraiment, que ce soit co-construit avec, les équipes, locales qui connaissent bien, et beaucoup dialoguer sur toutes les questions pour voir, vraiment se poser toutes les bonnes questions pour que le projet soit, heu, vraiment ensuite absorber, intégrer, au mieux. Donc voilà, il y a une grande phase de préparation et puis ensuite effectivement faut aller sur place. Mais c'est une belle aventure qui vaut le coup d'être mise en place. C'est pas si compliqué que ça si on est, quelqu'un du milieu professionnel déjà du jeu, si on est vraiment un passionné du jeu. On peut déjà faire des petites choses et qui changent beaucoup déjà les choses. Alors, avant de terminer notre échange, y a-t-il un sujet que nous n'avons pas abordé et dont tu aimerais parler? Voilà, il y a peut-être là oui l'aspect que j'avais dit, hein, typer des jeux, ça c'est très important aussi. Je peux revenir là-dessus, c'est sur les jeux par exemple symboliques, les activités de jeux symboliques comme, la dinette, manger ou s'occuper des enfants, ça marche partout dans le monde puisque partout dans le monde, on fait à manger et partout dans le monde, on s'occupe des enfants. Par contre, c'est différent, heu là-dessus, ça c'était un des espaces là où on le voit le plus. On a fait le plus de recherches. On est allé voir vraiment comment une fois sur place, vraiment voir comment c'est et pour le coup, il y avait pas de matériel de dinette qui existait, adapté. Malheureusement en Inde, une grande partie des jouets que l'on trouve, ce sont des jouets importés, en plastique, des jouets qui sont typés vraiment européens. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Même les poupées
Enfin, je veux dire, les poupées sont des blanches, des enfants blancs avec des cheveux blonds. Heu, Par chance, on a trouvé du jeu qu'on trouve ici, c'est-à-dire les petits légumes avec les petits scratchs et on peut couper le légume. Donc il y a eu quand même du matériel qu'on a pu adapter, qu'on a trouvé dans le commerce. Mais pour cet espace-là, c'est vrai que ça nous a demandé plus de recherche, de réussir à voir comment est-ce qu'on pouvait reproduire l'environnement local. Et, et c'était marrant de voir que assez rapidement, les enfants voilà, reproduisent vraiment tous les gestes traditionnels de comment on se met à quatre pattes, enfin accroupi pour faire la nourriture, comment est-ce qu'on s'occupe des enfants. Et en Inde, il y a ce massage Chantala, qui est un massage pour enfants que les femmes font en extérieur avec leurs enfants. Et ils les enduisent d'une graisse et ils leur font des massages aux tout petits, qui est d'ailleurs un massage qui est enseigné ici en Occident. Euh, et en fait, très rapidement, on a vu les petits garçons et les petites filles se mettre assis, les jambes étendues, le bébé sur les jambes et reproduire les gestes, quoi. Et là, quand on a vu ça, on a fait OK, là, on voit que ça marche. On voit vraiment que ça marche et c'était super de voir ça. Ils avaient même détourné les petits verres qu'on avait mis pour boire normalement. Ils avaient détourné ces verres pour s'en servir comme étant le pot dans lequel ils mettent la graisse et ils en mettent sur les mains. Et après coup, du coup, on a rajouté un petit peu de matériel pour aussi favoriser cette activité où ils s'occupent des enfants. Donc c'est aussi en observant comment ils jouaient qu'on a pu aussi enrichir le matériel. Et cet espace, c'était vraiment super sympa de pouvoir travailler sur les codes culturels et la culture et de l'adapter et de voir que après ça marchait bien. Euh, Ça, c'était super cool comme partie du projet. Ouais, très intéressant. Alors pour finir, j'ai l'habitude de poser 2 questions. Alors la première, c'est s'il y a un jeu qui t'a particulièrement plu et que tu souhaites nous recommander, quel serait-il? Un jeu qui m'a plu, hem, en jeu d'extérieur, moi j'ai beaucoup aimé, on avait fait des échasses. Ça, c'était très drôle, on avait beaucoup ri avec ça, ils étaient vraiment très contents. Et eux, ils ont un jeu, traditionnel qui ressemble un peu comme un épervier, qui est d'origine aussi qui se joue beaucoup au Népal aussi, qui s'appelle le Kaparti. Et donc il y a 2 équipes et il y a une ligne au milieu du terrain et il y a un membre de l'équipe qui rentre dans le terrain des adversaires, donc il se retrouve seul face à 4 ou 5 personnes. Et celui qui rentre seul, son objectif, c'est de toucher quelqu'un et de rentrer dans sa zone à lui où il est protégé. Et l'objectif pour ceux qui se font du coup attaquer, qui sont en équipe à 4 ou 5, c'est d'attraper celui qui rentre. Et en fait, les deux sont sur la défensive, parce qu'en fait, on a très vite fait, en essayant d'attraper quelqu'un, de se faire toucher et que l'autre parte. Donc c'est pas si simple d'attraper quelqu'un sans qu'il s'échappe. Et en même temps, pour celui qui rentre et qui veut toucher quelqu'un, c'est compliqué de toucher une seule personne et de repartir sans se faire attraper par les autres collègues. Et du coup, c'est un jeu où on est beaucoup sur la défensive, on se fait un peu encercler, on fait semblant d'aller à droite et finalement on touche celui qui venait essayer de nous attraper par la gauche et on repart. Et c'est un jeu très dynamique et c'est super sympa à jouer. Quand on se fait attraper, du coup, on est en prison du côté des ennemis. Ensuite, c'est à l'autre équipe de jouer. Si on touche quelqu'un, ça permet de sortir, de ramener un de nos alliés qui s'était fait attraper et ou d'éliminer une personne de l'équipe adverse et du coup l'équipe devient de plus en plus petite et on gagne à un moment donné quand il n'y a plus personne dans l'équipe en face. Et c'est un jeu super sympa à jouer et un jeu qui en plus permet de briser la glace quand on est en Inde ou au Népal, puisqu'en fait on y joue partout et si vous avez envie de vous faire des amis quelque part, vous arrivez, vous proposez ce jeu ou vous rentrez dans une partie quand vous voyez des enfants et là tout de suite il y a tout le village qui vient vous regarder et on se fait pas mal d'amis comme ça. Voilà, le jeu dans les voyages, c'est surtout le jeu comme ça en extérieur, ça permet de briser la glace et de rencontrer des gens. Alors ma deuxième question, c'est si tu connais une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode.
Celui que je connais le plus, c'est Stéphane Clou et tu l'as déjà interviewé. C'est celui qui avait cofondé, Ludomonde et qui m'a permis, en tout cas moi de faire tout ça et de vivre cette belle expérience. Donc, naturellement je pense à lui, mais tu l'as déjà interviewé, il me semble. Non, comme ça, j'ai pas vraiment d'idée. Nous, on avait été inspirés par un livre qui existait, alors qu'on a dû se procurer par des personnes qui l'avaient déjà, qui s'appelait La Malle de jeu internationale. C'est vraiment eux qui nous ont inspirés au début, et qui était écrit par des personnes d'une association qui n'existe plus malheureusement, qui ne fait plus ces activités-là. Je me souviens plus du nom de ce monsieur et de cette dame, mais elle, par contre, a remonté une association derrière, et continue d'être très active. Et leur association vient en aide à des enfants et en très grande partie utilise le jeu. C'est une des grosses composantes de ce qu'ils font. Si tu veux, je te renverrai les sources. J'ai plus le... Mais eux, voilà, ils ont une grande expérience ancienne et dans des terrains aussi plus difficiles que les nôtres, notamment après des urgences de guerre ou des choses comme ça. C'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait. Ok, ouais, je ferai la recherche. Merci. Finalement, si on souhaite en savoir plus sur toi, Karuna Setchen et le projet de développement, déploiement des ludothèques en Inde, où peut-on s'informer, trouver des informations? Et bah oui, pour en savoir plus ou pour nous soutenir en faisant un don, alors vous pouvez aller sur notre site internet, c'est www.karuna, Karuna, -Sechen, SHECHEN.org et vous aurez toutes les informations et vous pourrez rentrer en contact avec nous. Super, merci beaucoup Sébastien Païs de Figueredo. Eh ben, merci à toi, merci pour cette interview et puis pour donner la parole à ce genre donner la visibilité et la parole à ce genre de projet qui mérite d'être développé encore plus. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!